Monsieur, bonsoir. J'en profite pour saluer aussi les gens qui nous suivent sur le Facebook Live. Donc, séance du conseil municipal du 8 juillet 1936. Donc, j'espère que c'est la dernière fois que le conseil municipal se déroule dans l'espace Saint-Sécuche, puisque le 10 juillet, théoriquement, il y a des nouvelles règles de déconfinement, de distanciation qui doivent entrer en vigueur, donc attendons. Donc pour l'ordre du jour, nous avons élection... premier, je vais faire l'appel quand même. Donc Gaëtan Sorin est absent, pouvoir à Marc Ferraud. Aurore Lancéa présente. Adam Brahimi Sampère présent. Anna Monnier présente. Marc Ferraud présent. Hélène Mastari présente, Maxime Lefin présent, Marie Tournon présente, Stéphane Nicolas présent, Valérie Perrault absente, pouvoir à Stéphane Nicolas, Jean-Marie Mandy présent, Caroline Alizard présente, Arnaud Rousseau absent, pouvoir à Patrice Lesage, Émilie Damien absente, pouvoir à Hélène Mastari, José Lerma présent, Noël Renaud absente, pouvoir à Jean-Claude Bréard, Patrice Lesage présent, Ludivine Ferreira présente, Thomas Dubois présent, Virginie Potenier absente pour voir à Marie-Eva Sanseo-Baïkara, François Imbert présent, Madeleine Gaudin absente pour voir Michel Guillevic, Kamela Jazz présent, Marie-Eva Sanseo-Baïkara présente, Michel Guillevic présente, Corinne Robin absente pour voir à Kamela Jazz et Jean-Claude Bréard présent. Ça sent les congés quand même. Donc, l'ordre du jour du Conseil. Donc, élection d'un secrétaire de séance. Kamel. Donc, adoption du compte-rendu de la séance du 9 juin. Les décisions du maire. Le point numéro 1, la commission de délégation de services publics, élection des membres. Le point numéro 2, la désignation d'un conseiller municipal correspondant défense. Le point numéro 3, renouvellement de la commission communale des impôts directs, la CCID. Le point numéro 4, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, de la communauté urbaine GPSO, donc les représentants. Le point numéro 5, le droit à la formation des élus. Le point numéro 6, budget primitif 2020, constitution d'une provision pour risque ou litige. Le point numéro 7, budget primitif 2020, décision modificative numéro 1. Le point numéro 8, restauration scolaire et études surveillées, actualisation des tarifs. Le point numéro 9, groupement des commandes, reliure des actes administratifs et d'état civil, renouvellement de l'adhésion. Le point numéro 10, formation du jury d'assises pour l'année 2021, tirage au sort. Le point numéro 11, division foncière, procédure de déclaration préalable. Le point numéro 12, acquisition d'une parcelle non bâtie. Et ensuite, questions diverses. Bien, donc la séance... Adoption du compte-rendu de la séance du 9 juin. Donc l'ordre du jour de la séance du 9 juin 2020 était bien sûr l'adoption du secrétaire de séance, l'adoption des comptes rendus de la séance du 28 février et du 23 mai 2020, délégation donnée au maire et au conseil par le conseil municipal, règlement intérieur du conseil municipal, commission, syndicats et autres organismes, désignation des représentants. Point numéro 4, c'est l'indemnité des fonctions des élus. Le point numéro 5, centre communal d'action sociale, fixation du nombre de membres du conseil d'administration. Point numéro 6, centre communal d'action sociale, élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration. Point numéro 7, désignation des conseillers municipaux membres de la caisse des écoles. Point numéro 8, tableau des emplois, création d'un poste de puéricultrice. La technique est là ? Oui, normalement. Bon, parfait. Questions diverses. Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, je voulais juste faire une remarque directement. J'avais, au niveau du CCAS, élection des représentants des membres, j'avais donné pour les... c'est pas les devoirs. J'avais donné
pour les Restos du Cœur, donc représentante des Restos du Cœur Aurore Sarail, en fin de compte, c'est bénévole auprès des Restos du Cœur. Voilà, donc c'est la seule différence. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Oui. Bien, point numéro 1. Avant le point numéro 1, les décisions. Donc, décision portant pour la mise en œuvre d'un marché à procédure adaptée, la MAPA. Lancement de la procédure adaptée relative au marché de travaux pour l'aménagement de la terrasse de la bibliothèque de Vaux-sur-Seine. Bon, vous savez qu'on a des fuites importantes sur la toiture de la bibliothèque. Donc, nous avons fait un marché de travaux pour bien sûr faire les travaux. Et le budget voté est de 185 000 euros. Sur ce budget, donc, nous aurons une subvention de 50% par l'État, subvention accordée par l'État. Donc la décision numéro 3, décision notifiant l'accord à l'établissement public foncier pour exercer au nom de la commune un droit de préemption sur un bien situé dans la zone couverte par la convention d'intervention foncière signée entre la ville et l'EPF le 17 décembre 2019. Michel, tu veux... Donc les précisions, on peut apporter quelques précisions sur ce point. Donc, alors, cette décision, elle fait suite à l'accord donc passé avec l'EPF en vue donc de récupérer certains logements qui sont donc en location dans le domaine privé, de manière à ce que ces logements puissent passer en logements sociaux. Un, deux. C'est pour la vidéo, celui-là. Donc, oui, donc ce que je disais, donc ces logements privés, l'intérêt c'est qu'ils passent dans le domaine social, ce qui évite de construire de nouveaux logements sociaux. Et l'intérêt c'est que des logements qui sont en location, qui aujourd'hui ne rentrent pas qui sont dans le privé et qui ne rentrent pas dans le quota de logements sociaux, l'intérêt c'est que en fait, ils augmentent notre couverture et notre taux de logements sociaux. Donc là, il se trouve qu'il y avait un immeuble avec 7 logements qui étaient vendus, ce qui a permis donc à la commune, donc là ça rentrait tout à fait dans le cadre de la convention avec l'EPF, et donc l'EPF a donc proposé à un bailleur de reprendre ces logements, et là c'est en cours pour l'instant la transaction est toujours en cours, a priori c'est Résidence Yveline Essonne qui est intéressée, et qui normalement devrait faire la reprise de ces 7 logements. Voilà. Si vous êtes. Non, vas-y. Non, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est dans le cadre, parce que souvent, les bailleurs, quand c'est des petits programmes de logement, s'il y a un ou deux logements, ça ne les intéresse pas. Par contre, l'intérêt d'Yveline Essonne, c'est qu'ils ont déjà en gestion les résidences du Square du Temple, du Temple, et donc pour eux, ils sont déjà implantés sur la commune, donc ça les intéressait de reprendre ces 7 logements. Voilà, donc c'est une convention qui est signée avec l'EPF et aussi avec le département. Donc c'est-à-dire que le département, lorsqu'il y a une surcharge foncière à effectuer sur un achat, c'est-à-dire qu'un bâtiment est proposé évalué par les domaines, dans tous les cas, et lorsque la valeur est supérieure à ce que propose le bailleur, donc c'est vrai que le département peut intervenir. Et donc c'est le cas dans cette appel d'offres. Et donc il se situe où cet immeuble? Au 240 240 rue du Général de Gaulle. Okay. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'on avait répertorié, je dirais, en 2018, parce qu'on a signé avec le département en 2018 et en 2019 avec l'EPF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait comptabilisé à peu près une centaine de logements qui étaient des bailleurs privés, qui appartenaient à des bailleurs privés, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le quota de logement social, mais qui étaient des logements loués toute l'année. Donc le but, c'est d'essayer de ne pas construire de logements, mais d'augmenter nos taux de logement social. Voilà.
C'est-à-dire rester avec le même parc dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas non plus, nous sommes en gros à 12,5% pour 25% espérés, pas par nous, mais espérés par l'État. Et donc l'intérêt, c'est d'utiliser le parc existant pour monter notre taux de logement social. Ok. Voilà. Ça, c'est financé complètement par l'INESON et le département. Voilà, c'est ça. Ok. La commune n'intervient pas. Est-ce qu'on peut voir le risque que l'immeuble se transforme? En quoi? C'est-à-dire que s'ils trouvent que 7 logements, c'est pas suffisant, qu'ils rehaussent, qu'ils fassent des travaux pour agrandir, pour démolir. Là, dans tous les cas, il faut toujours l'accord de la commune. La plupart des logements sont des T2, donc à la limite, ils pourraient diminuer, mettre en T3. Mais non, il n'y a pas en risque. Alors après, on peut tout imaginer, mais bon, c'est nous qui avons quand même encore la possibilité de dire oui ou de dire non. S'il y a un projet, de toute façon, il y aura dépôt de permis de construire ou de modificatif, donc de toute façon, on sera informé si on donne d'accord ou pas. C'est pas dans l'esprit à l'heure actuelle. Alors quelquefois, ils demandent aux communes de compenser la surcharge foncière, c'est-à-dire entre la valeur estimée par le bailleur et la valeur des domaines, quoi, estimée du bien par les domaines. Donc là, ils nous ont posé la question, j'ai dit pas possible. Donc c'est le département. J'ai appelé le département pour être sûr que, avant de signer la convention, la DIA avec l'EPF, donc pour être sûr que ça fonctionnait comme ça, donc ils m'ont confirmé. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, le but, c'est d'avancer à notre main. Mais le but, c'est aussi, lorsqu'on a des possibilités, de ne pas passer à côté. Hein, ce type de possibilités. Bien, d'autres questions? Merci Michel. Bien, point numéro 1. Commission de délégation de service public, élection des membres. L'article 14.11.1 du Code général des collectivités territoriales stipule les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par des conventions de délégation des services publics définies par l'article L1121.3 du Code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. Le recours à la commission de délégation de service public est prévu dans le cadre de la procédure de choix du titulaire d'une convention de délégation de service public. La commission de délégation de service public, la CDSP, est la commission qui analyse les dossiers de candidature, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et émet un avis sur les candidatures et les offres. La CDSP est une commission spéciale, distincte de la commission d'appel d'offres. Pour être instituée valablement, la CDSP doit faire l'objet d'une élection. La commission est constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent. La commission de délégation de service public est composée, outre le maire président ou son représentant, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus en son sein par le conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc il est demandé au conseil municipal de désigner en son sein 5 titulaires et 5 suppléants pour former la commission de délégation de service public. Je rappelle qu'en délégation de service public sur la commune, nous n'avons que le centre de loisirs. Il n'y a pas d'autres délégations de service public. Donc le contrat arrive à expiration fin 2021 et prorogé de 12 mois, donc septembre 2022. Voilà, c'est la seule délégation de service public que nous ayons sur la commune. Donc, alors, bien sûr, donc 4 titulaires et 4 suppléants pour la majorité, et 1 titulaire et 1 suppléant pour la minorité. Donc, en titulaire, Patrick Lesage, Kamel Jazz, Stéphane Nicolas et Corinne Robin et Adam Saint-Père. Ok. En suppléant, Hélène, Maxime, Marie, donc et Émilie Damien en suppléante. Et chez nous, Gaëtan. Gaëtan Sorin. Ok, merci. Des questions?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 2. Je pense que je vais en faire encore un certain nombre ce soir, mais après, je vais laisser la main, puisqu'on aura des actions qui seront plus sur les services et les délégations de chacun. Donc, créée en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. En tant qu'élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces au sein de chaque conseil municipal et désigner un interlocuteur privilégié des administrés, des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense. À l'occasion du renouvellement des conseils municipaux, le ministre de la Défense a souhaité que ce réseau, et en plus il n'a pas changé, étendu... Si, il a changé. Défense. Non, ça n'a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement parce que, bon... Oui, c'est toujours elle. C'est toujours une dame. Donc, le ministre de la Défense a souhaité que ce réseau étendu à l'ensemble des communes en France soit maintenu et renforcé. Un nouvel élan est donné à la mission d'information et d'animation des délégués militaires départementaux, DMD, qui sont les points uniques de contact des correspondants défense au niveau local. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l'instruction relative aux correspondants défense a été réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les missions des correspondants défense ainsi que le rôle de chacun des acteurs du dispositif. Les documents régulièrement mis à jour sont téléchargeables en ligne. Les informations sont également adressées par mail aux correspondants défense, aux délégués militaires départementaux. Un guide pratique correspondant défense est édité par le ministère des Armées. Donc c'est notre ancienne correspondante défense qui nous avait emmenés au ravivage de la flamme en octobre de 2019. Ça peut être une des actions. Qui est candidat? Patrice? Marc Ferraud? Donc on vote. On va commencer par Marc Ferraud. Qui vote pour? 5. Patrice Lesage, qui vote pour? Merci. Donc, point numéro 3. Renouvellement de la commission communale des impôts directs, la CCID. Conformément au numéro 1 de l'article 1650 du Code général des impôts, le CGI, une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, dans les communes de plus de 2000 habitants, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. C'est-à-dire que sur toutes les personnes, tous les noms que nous aurons, il n'y aura que 8 titulaires et 8 suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat municipal. La désignation des commissaires doit être effectuée par l'administration fiscale dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables en nombre double, soit 32 noms à proposer pour Vaux-sur-Seine, proposés par une délibération, sur délibération du conseil municipal. Donc la désignation, c'est l'administration fiscale, ce n'est pas nous qui décidons, c'est un tel, parmi ces 32 noms. Conformément au 3e alinéa du 1 de l'article 1650 du CGI, les commissaires doivent remplir les conditions suivantes. Être âgé de 18 ans, de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune, taxes foncières, taxes d'habitation ou cotisations foncières des entreprises, être familiarisé avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Il est à noter qu'il n'est plus obligatoire de désigner comme commissaire une personne propriétaire de bois dans la commune, comportant un territoire boisé de plus de 100 hectares au minimum et une personne domiciliée hors de la commune. Donc, c'était le cas précédemment. On avait des gens de l'extérieur, agriculteurs ou autres. Mais cette année, c'est terminé. Donc, nous avons les 22 noms. Donc, j'ai proposé à la minorité de nous donner 10 noms et 22 noms pour la majorité, ce qui ne veut pas dire que... On ne sait pas qui va sortir du chapeau. Donc, retenu sur les 32 noms, Michel Leguillevic, Patrick Lesage, Maxime Defin, Stéphane Nicolas, François Imbert, Hélène Mastari,
Laurent Tessier, Philippe Cayette, Gérard Monéron, Jean-Claude Valtrény, Patrick Dartout, Annick Rioux, Jean-Marie Morandi, qui passait par là, Luc-Olivier Bachet, Alain Scadarca, Thierry Paillard, Sophie Rastol, Christian Dupuis, Daniel Rousseau, Gérard Robin, Yves Neumann et Gérald Mercier. Donc, les 10 derniers, Marc Ferraud, Anna Monnier, Adam Sampère, Rémi, Aurore Lancéa, Gaëtan Sorin, Carlos Dagrassa, Isabelle Mogard, Guillaume Souffrant, Caroline Mogard et Paula Silva Branco. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Qui c'est que je vais faire voter, hein, monsieur l'autre? C'est bon? Oui. Oui, je suis fait voter par personne, c'est bon. Point numéro 4. Donc, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, de la communauté urbaine. Donc, choisissons les représentants. Le Code général des impôts prévoit la création entre l'EPCI et ses communes membres d'une commission chargée d'évaluer le montant des charges transférées. La commission locale d'évaluation des charges transférées a pour rôle d'évaluer les charges liées au transfert de compétences entre les communes et la communauté urbaine. La CLECT est ainsi amenée à formuler des propositions et des préconisations auprès du conseil communautaire, notamment dans l'objectif de définir les attributions de compensation. Chaque conseil municipal doit élire en son sein ses représentants à la CLECT. Article L 2133 du CGCT prévoit en effet que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, un représentant titulaire et un représentant suppléant doivent être désignés. Il est demandé au conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à la CLECT. Donc en représentant titulaire, je suis candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ok. Donc, pour Adam Brahimi Sampère, qui vote pour? Ok, 5. Donc, pour Jean-Claude Bréard, qui vote pour? Merci. Donc, et le suppléant, représentant suppléant, donc, Maxime Defin, c'est tout. Bien, d'accord. On n'est pas en pleine force, mais presque. Donc, qui vote pour Marc Ferraud? 5 voix. Qui vote pour Maxime Defin? Donc 22 voix. Merci. Le point numéro 5. La formation des élus. Donc le droit à la formation. La formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales. Tout est bien réglé, hein. Et notamment par l'article 21-23-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2%, c'est ce qui était sur les mandats précédents. Les indemnités de fonction soient consacrées chaque année à la formation des élus. Alors que les organismes de formation doivent être agréés, il est rappelé que conformément à l'article L2123-13 du Code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants: agrément des organismes de formation, priorité aux formations en lien avec les délégations, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville, liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses,
Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre élus. Les formations devront porter sur les thématiques suivantes: les fondamentaux de gestion des politiques locales, intercommunalité, finances publiques, marchés publics, démocratie locale, fonctionnement des associations, maîtriser les réseaux sociaux, les formations favorisant l'efficacité personnelle, conduite de projets et de réunions, maîtrise de la prise de parole en public, gestion des conflits. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On a eu plein de questions. C'était quelles sont les modalités, la procédure pour effectuer une formation, savoir s'il y a des organismes agréés pour ce type de formation. En fin de compte, on veut tout savoir. Voilà, donc je vais laisser Florence Poney, qui est plus spécialiste de la formation des élus. Alors, pour ce qui est des organismes, il en existe un certain nombre qui sont agréés. Vous les trouvez sur les sites de la DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales. Il y en a un qui est connu, reconnu au niveau de l'Île-de-France, c'est l'EDIL, AIDIL. En fait, c'est une association et ils organisent beaucoup de formations pour les élus et aussi pour les agents territoriaux. Donc il y a un site avec tout un tas d'informations. Vous avez une liste officielle des organismes qui existent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui évolue beaucoup, et encore en ce moment, parce que la loi de décembre 2019, engagement et proximité, a introduit un article qui devrait donner lieu à des ordonnances, donc qui étaient prévues dans les 9 mois suivant la publication de la loi. Bon, ça risque de prendre un petit peu de retard. Mais en tout cas, les choses évoluent beaucoup, puisque parallèlement évolue tout ce qui est DIF, CPE, CPF, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais tout ce qui est droit individuel à la formation, compte personnel, etc. Vous savez peut-être dans le cadre de vos activités professionnelles. Donc ça existe aussi pour les élus. Voilà pour ce qui est des données générales, donc c'est quelque chose qui risque d'évoluer encore de façon assez nette dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour ce qui est de la procédure, je pense qu'il faut la définir. Ce qui est clair, c'est qu'il faut que vous regardiez déjà quelles sont les formations. Ensuite, il faut tenir compte du budget. Vous l'avez vu, c'est 2% des indemnités. Donc c'est 2 000 € annuels. Donc il est clair que 2 000 € en formation, c'est peu. Mais en tout cas, ça peut permettre peut-être des choses peut-être un peu collectives. Michel Leguilly a proposé quelque chose d'intéressant, mais à ce moment-là, peut-être qu'on peut faire une information groupée, quoi. Une formation plutôt groupée, des intervenants qui viennent, donc comme ça sera un coût d'intervenant et pas des coûts de formation à l'extérieur individuel, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 6, budget primitif 2020. Constitution d'une provision pour risque ou litige. Les attributions de compensation liées au transfert de compétences, voirie, enfance, petite enfance, entre la commune et l'intercommunalité génèrent des flux financiers depuis 2016. Au titre des attributions de compensation 2017, la commune doit verser à la communauté urbaine la somme de 261 967 €. Délibération de la communauté urbaine du 16 novembre 2017 et 4 juillet 2018. Cette somme n'a pas été versée car un désaccord entre la ville et la communauté urbaine sur d'autres tracés subsistait. Ce litige devrait être réglé prochainement. C'est-à-dire qu'à l'époque, la communauté urbaine nous devait une certaine somme, je crois que ça devait être autour de 70 000, globalement c'était des 330 000, et ils nous demandaient 330 000 et on n'avait pas, il fallait qu'ils nous remboursent les 70 000, et donc on ne leur devait que 261 000. Tant qu'il restait sur la somme 261 000 plus 70 000, je vous dis environ, quelque chose près, donc on avait décidé de ne pas payer.
Donc maintenant, ils ont versé, donc nous allons pouvoir régulariser la situation. La trésorerie nous a indiqué que la provision de ces reversements, compte 739 211 depuis plusieurs années, n'était pas conforme à la comptabilité M14 en matière de régularité budgétaire. Du fait qu'il s'agisse bien d'un litige avec la communauté urbaine, il convient d'inscrire cette dépense au compte 68. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à constituer une provision pour risque d'un montant de 261 967 €. Oui. On aurait une petite question concernant une précision comptable. Donc la constitution de la provision pour risque au litige, donc à hauteur de 261 967 € est référencée pour l'année 2017. Qu'en est-il pour l'année comptable 2018 et 2019 ? En 2018 et 2019, c'est réglé. Et là, c'est la CU qui nous a reversé de l'argent. Alors 2020, c'est pas encore voté, puisque... Mais 2018, c'est réglé. Nous allons passer au vote. D'autres questions, non ? Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc le point numéro 7. Budget primitif, décision modificative. Donc vous vous souvenez que nous avons voté le budget primitif le 28 février dernier. Et la trésorerie des Mureaux et la préfecture nous demandent d'effectuer des modifications. Il y a des points, des sujets qui n'étaient pas au bon endroit et justifiés. Donc, en dépenses, dans la section de fonctionnement, vous avez une opération d'ordre de transfert entre sections, donc 20 438 au chapitre 042 que l'on rajoute et qu'on soustrait des dépenses au 022 des dépenses imprévues. Donc, nous avons aussi 57 000 que nous déduisons des dépenses, 57 101 €, parce qu'elles avaient été mises en recettes de fonctionnement. Là, je réponds un peu à la question qui m'avait été posée. Elles avaient été mises en recettes de fonctionnement en produits exceptionnels. Et les finances publiques nous ont dit que ce n'est pas possible de mettre des produits exceptionnels sur un budget. Ce n'est pas légal. Donc c'est pour ça que vous êtes à 0 en recettes de fonctionnement sur la ligne 77. Donc l'atténuation sur le chapitre 014, donc nous, ce qui est en moins est en plus, c'est-à-dire que nous diminuons les dépenses de 261 967 €, donc on passe de 401 967 à 140 000 sur le 014, et nous les réintégrons dans le 68, ce qui est demandé par la trésorerie et par... Tout le monde suit, je fais les grosses... dans les dotations et provisions semi-budgétaires. Ce qui fait qu'en diminuant les dépenses, les produits exceptionnels du fonctionnement, c'est-à-dire qu'on diminue nos dépenses de fonctionnement, donc nous sommes à 5 881 377 en total des dépenses de fonctionnement cumulées, au lieu de 5 938 478 17. Donc, je vous ai parlé du chapitre 77, je vous l'ai expliqué. Donc, les recettes de fonctionnement, en enlevant les 57 101 €, sont aussi à 5 881 377 17. Les recettes de fonctionnement, si on ne peut pas les mettre dans le budget, elles vont apparaître où, les 57 000? Ils sont enlevés, c'est-à-dire qu'on les enlève des recettes, c'est-à-dire qu'on les enlève aussi des dépenses. Au-dessus. C'est normal, c'est un équilibrage. Eh bien voilà, c'est ça. Mais on les a reçus, les 57 000 ou pas? C'était une subvention qu'on devait recevoir. C'est du prévisionnel. Non, c'est du prévisionnel. Je pense que c'était pour équilibrer quelque part, c'est pour ça que ça avait été mis là à l'époque. Donc c'est on annule la ligne. On annule la ligne, simplement. Ensuite, donc là, c'était pour le fonctionnement. Sur la section d'investissement, vous avez un ordre d'opération de transfert sur le chapitre 040. Alors, nous avons en recette de fonctionnement, en 042, 4 000 € inscrits. Mais ces recettes de fonctionnement n'étaient pas inscrites dans les dépenses d'investissement.
Donc, alors, j'avais une question aussi concernant que représentent les 4 000 euros. Donc, c'est une subvention, c'est un amortissement de subvention qui date de 2010 et qui va se terminer en 2021. C'est sur 10 ans. C'est-à-dire que ça a démarré en 2011 et qui va se terminer sur 2021. C'est pas les 4 000 de l'emprunt de 1 million d'euros pour, Ah non, ah non, non, non. qui a été échelonné. Ah non, 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 non. Non, ça c'est 2 000 euros. Ce que tu veux dire, c'est à l'agence France locale, Oui. à notre cotisation annuelle, 10 000 euros sur 5 ans, c'est 2 000 euros par an. Non, non, ça c'est bon. Et là, les 4 000, Alors, c'est un amortissement? oui, c'est l'amortissement d'une subvention de 2010. Enfin, qu'on régularise, hein, c'est parce qu'elle n'était pas dans... Elle était uniquement positionnée en recette de fonctionnement et elle n'était pas positionnée en dépenses d'investissement. Donc il fallait les équilibrer aussi. Hein. Ça, c'est pareil, on a été retoqué là-dessus. Hein. Oui, mais une subvention, c'est bien quelque chose que l'on perçoit. Ah oui. Oui. Alors, comment on l'amortit? Pourquoi on amortit une subvention? Mais parce qu'elle devait devenir dans un... Si. Elle était dans un programme sur lequel on avait... Quand on construit un gymnase, si on a des subventions, on récupère quand même la TVA sur le gymnase, quand même, dans le règlement. Mais là, on parle d'amortissement. C'est un amortissement unique ou bien c'est échelonné sur plusieurs années? C'est sur 10 ans, ça se termine l'année prochaine. 4 000 euros, c'est pas... Simplement, ça doit être positionné en recette de fonctionnement et en dépenses d'investissement. Hein, on met d'un côté, on met de l'autre. Ensuite, les 671 040 52, donc, qui est au chapitre 21. Les 671 040 52, c'est pareil sur nos... On avait, je ne sais pas si on peut dire provisionner, mais enfin on avait comptabilisé les subventions du gymnase alors que nous ne les avons pas perçues. J'essaie d'être clair. Donc, nous nous sommes fait retoquer aussi. On n'a pas le droit, même si on va percevoir les subventions dans l'année 2020 ou début 2021, donc on n'a pas le droit de les inscrire au budget, même si elles vont exister. Parce que ce n'est pas un budget qu'ils appellent, pas honnête, mais sincère, voilà. Voilà, ce n'est pas un budget sincère. Donc, ils souhaitent qu'on fasse un budget sincère. Donc, il a fallu qu'on enlève 671 040 52. Donc, 671 040 52. Bon, ça fait quand même une somme. Hein. Donc, en dépenses d'investissement. Donc, ces dépenses d'investissement, où les avons-nous pris? Nous avons provisionné 1 million pour les achats de terrain de la ZAC. Hein. Les achats de la ZAC des Marronniers, c'est 1 million. Ce ne sera pas à terme une dépense municipale, mais il faut avancer l'argent tant que les terrains, on a signé il y a 24 mois auprès du notaire, le PF, je vais reprendre. L'espace public foncier des Yvelines portait le foncier depuis 2007 de la ZAC des Marronniers. Donc, il y a des terrains qui ont été vendus en 2016, 2017, et les conventions avec l'EPF durent 3 ans. Donc, ça a été renouvelé 3 ans après. 3 ans après, et en 2018, ils nous ont dit, bon, maintenant c'est bien, mais vous nous payez les terrains, parce qu'on ne peut pas supporter le foncier. Parce que je vous rappelle qu'on a une DUP en cours, déclaration d'utilité publique, que le préfet nous a validée en cours, mais eux, c'est vrai qu'on était la seule commune qui avait 10 ans de convention avec l'EPF en portage de foncier. Donc, on a réglé 600 000 euros, que l'on va régler d'ici fin d'année, et on a 424 000 euros aussi à régler pour cette DUP, puisqu'il y a des bandes de terrain qu'il faut racheter avec l'évaluation des domaines. Le Covid passant par là, donc, il est évident que tout ne va pas se régler sur 2020. S'il vous plaît. Écoutez, parce qu'après... le Covid passant par là, donc la DUP ne va pas se régler sur 2020. Donc, on a déduit des 1 400 000 euros. Nous avions aussi prévu, je retrouve exactement mes chiffres, nous avions prévu aussi sur la maison médicale, puisqu'on doit avancer les frais d'architecte, donc
et autres bâtiments publics, 554 000 euros sur le budget primitif. Donc on a reponctionné 250 000 euros de ce budget. Et sur les installations générales et agencements, donc il manquait 21 000 euros, donc on les a enlevés des 820 752 euros prévus. Ça veut dire que les travaux, on va faire attention sur cette fin d'année. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire aussi que ce que l'on enlève aujourd'hui en dépenses d'investissement, nous ne percevrons pas à terme. C'est une présentation budgétaire. Hein. Bon, si vous voulez, c'est une certaine logique. Hein. Le budget, il doit représenter ce qu'on a, il ne doit pas représenter ce qu'on va avoir. Parce que c'est vrai qu'en plus, les subventions, on le voit parce qu'on a des allers-retours, puis la virgule qui n'est pas au bon endroit, donc ça prend un certain temps. Donc c'est logique. Et donc, nous avons un solde d'exécution reporté de 571 368,76 des années précédentes. Donc, c'est pareil, nous avions un solde d'exécution de moins 95 000 sur les recettes d'investissement qu'on a déduit des dépenses d'investissement, donc 667 040,52 moins 95 671,76, ça donne 571 368,76, ce qui fait que les dépenses d'investissement sont à 2 653 415,91, alors qu'on avait inscrit 2 749 au départ, et les recettes d'investissement sont à 2 653 415,91. Ce qui fait que en fonctionnement, dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement et recettes d'investissement, voilà, les comptes sont équilibrés. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'en ai encore une sur tu as dit que le Covid étant passé par là, je voudrais savoir si pour les contractuels, on a mis du chômage partiel afin comme ça a été fait dans certaines communes, de compenser, de récupérer. Non, parce que c'est interdit. On nous a déjà posé la question. C'est pas parce que certains font des erreurs qu'on est obligé de les faire. Ça marche? Pardon. C'est interdit. C'est écrit dans les textes. J'ai revérifié puisqu'on nous avait posé la question il y a peu de temps. On ne peut pas. On a interdiction de positionner en chômage partiel, les contractuels, qui sont des agents publics. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, on peut se poser la question. Donc c'est pour ça qu'on s'était renseigné, pour être sûr qu'on n'ait pas oublié quelque chose. Donc notre directrice générale des services est allée au charbon. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Donc sur cette décision modificative, je vous promets qu'on travaille depuis un certain temps, qu'on a les chiffres qui nous sortent. C'est vrai que... Bon, enfin, c'est normal, hein, le tout c'est qu'on soit bien carré surtout. Parce qu'il faut absolument... Dans les budgets, il ne faut absolument pas qu'on se fasse retoquer par les finances publiques et par la préfecture. Ça revient rapidement. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc 5 abstentions. Qui vote pour? Merci. Point numéro 8, Hélène. Ah. Alors celui-ci, voilà. A priori, ça marche. Alors, pour la restauration scolaire et études surveillées, donc on fait une actualisation des tarifs. Par délibération date du 10 avril 2018, le Conseil municipal a fixé les tarifs de la restauration scolaire et de l'étude surveillée. La commission scolaire, réunie le 22 juin 2020, propose d'augmenter les tarifs et de les fixer de la façon suivante à compter du 1er septembre 2020. Donc vous avez le tableau joint. Est-ce que je détaille les prix? Non, quand je lise. Est-ce qu'il y a des questions? Exact. Donc pour l'école élémentaire et maternelle, avec un quotient familial de 0 à 4 000 euros, le prix sera de 2,65 €. Pour le quotient familial de 1 € à 6 000 euros, le prix sera de 3,15 €.
Pour le quotient familial de 6 001 € à 8 000 €, le prix sera de 3,75 €. Pour le quotient familial de 8 001 € à 10 000 €, le prix sera de 4,10 €. Le quotient familial de 10 001 à 13 000, le prix sera de 4,20 €. Le quotient familial 13 001 € à 20 000 €, le prix sera de 4,50 €. Quotient familial 20 001 € à 27 000 €, 4,75 €. Le quotient familial 27 000 € à 35 000 €, le prix sera de 5,10 €. Quotient familial 35 à 45 000 €, le prix sera de 5,30 €. Plus de 45 000 € de quotient familial, le prix sera de 5,50 €. Sans déclaration de revenus, le prix sera de 5,50 €. L'étude surveillée passe à 4 €. Le personnel communal à 3,10 €. Extérieur élu 6,20 €. Le repas exceptionnel 5,80 € et le panier repas 1,55 €. Y a-t-il des questions? Non, on avait juste dit que dans la crise actuelle, mais bon, l'augmentation n'est pas énorme. Mais, Et elle est sur 2 ans. Donc c'est une augmentation qui est lissée entre les... qui attend la rentrée, mais il faut bien le faire à un moment aussi. Oui. Ok. Bien, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien, le point numéro 9, groupement des commandes, reliure des actes administratifs et d'état civil, renouvellement de l'adhésion. Depuis le décret 2010-783 du 11 juillet 2010 et la circulaire Nord IOC B 321-74C du 14 décembre de la même année, les registres des actes administratifs font l'objet d'une réglementation qui précise les contenus et les modalités de reliure. La ville de Vaux-sur-Seine est membre du groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs mis en œuvre par le Centre indépartemental de gestion, donc le CIG, de la Grande Couronne de la région Île-de-France depuis sa mise en place en 2011. Le marché reconduit en 2016 arrive à échéance fin 2020. Afin d'accompagner de nouveau les collectivités dans leur mise en conformité avec les dispositions légales, le CIG leur propose d'adhérer à un nouveau groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs de l'état civil pour 2020-2024 et pour leur permettre d'effectuer leurs opérations de reliure. D'une durée de 4 années, il permet une mutualisation des demandes afin d'obtenir des tarifs attractifs tout en conservant une qualité de travaux réalisés qui répondent aux obligations réglementaires et en proposant des délais courts de restitution des registres. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie, jointe en annexe. La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. Il est précisé que le CIG Grande Couronne ne perçoit aucune rémunération ni ne demande aucune participation financière aux adhérents au titre de frais de procédure et de fonctionnement du groupement de commandes. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 10. On aime bien, on a une pratique vauxoise qui est assez sympa. C'est la formation du jury d'assises pour l'année 2021. Tirage au sort. Donc par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2020, Monsieur le Préfet invite les maires à tirer au sort publiquement une liste d'électeurs à partir de la liste électorale de la commune. Devront être tirés au sort un nombre triple de celui des jurés. Pour Vaux-sur-Seine, il faut tirer au sort 12 noms. Nous aurons 4 jurés. Pour rappel, ne doivent être retenues que les personnes ayant atteint l'âge de 23 ans au plus tard le 31 décembre 2020, c'est-à-dire nées au plus tard le 31 décembre 1997. Alors ce que je vous propose, donc il y a 400 pages. Donc un chiffre entre 1 et 400 et 3 et 3, 6, 8. Et un chiffre entre 1 et 8, c'est-à-dire la page et la ligne.
et on tombe sur une personne. On va commencer, Maxime. Oui, page 252. 7. 257 pardon, 250, oui d'accord. 252. Ok. 252, ligne numéro 7. Madame Malesco-Chamaillard, Véronique, 5 novembre 1960, 22 avenue Lucie. Malesco-Chamaillard. Vous voyez, le principe est simple, on en fait 12 comme ça. Page 150. 150. Deux. Francisco Paolo Fernando, né le 20 novembre 1974 à Sartrouville, donc c'est bon. 7 rue des Clos des Groux. Peugeot 304, hein. Oui, ligne 5, 3 et 2, 5. Perceval Pierre-Yves, né le 22 novembre 85, 4 rue de l'Église, à Vaux-sur-Seine. « 280, pas très loin. « 8. Bernard Moto, né le 20 novembre 1946. Moto, M-O-T-O-T. 27, chemin du Plan de Fort-Vache. Page 12. Monsieur Aubin Nicolas, né le 15 juillet 68. 12 chemin des Jeunes Plantes. On continue. 26. Oui. Madame Souria Bellassène, née le 27 décembre 1966, 32 route de Pontoise. Souria Bellassène. B-E-2-L-A-H-C-E-N-E. D'accord. 85. 4. Madame Evelyne Cornelis, donc née le 25 mai 57, 3 route de Pontoise. Evelyne Cornelis. Ah. 122. 122. 4. 122, 4. 2, 4. Monsieur Julien Duchesne, né le 28 septembre 1984, 1 chemin d'Angleterre. 402. Il y en a 400. 399. 399. On va être dans les ailes. 300, quelle ligne 1. Monsieur David Zawi. Donc né le 30-12-1981, 120 rue du Général de Gaulle. On commence. Combien on est 9. 9, encore 3. 113. 113. Numéro 3. Numéro 3, madame d'ailleurs. Madame Demier-Gravier-Laurence, née le 8 avril 1968. Gravier, c'est je sais pas. 5 rue du Port-Marron. Ouais, ça doit être elle. Mais il n'y en a pas d'autres sur la liste. 370. 370. Oui. Monsieur Strezniak, S-T-R-Z-E-S-N-I-A-K, Jean-Philippe. Strezniak, Jean-Philippe,
né le 26 mars 73, 19 chemin des Valences. Encore un dernier. 200. Page 200. Page 200. Ligne 8, Monsieur Alexis Joyer, J-O-Y-E-Z, né le 22 janvier 1979, 9 rue de la Bonne Mère. Bon, pour information, donc, il y a 4 personnes qui sont choisies par les jurys d'assises et c'est pas évident que les personnes soient retenues, hein, dans tous les cas. Certaines oui. Donc là, il n'y a pas de délibération. Bien, point numéro 11, Michel Le Guillevic. Ah, pardon. Alors, division foncière, procédure de déclaration préalable. Le plan local d'urbanisme intercommunal ayant été adopté par le Conseil communautaire en date du 16 janvier 2020, les délibérations prises antérieurement sont aujourd'hui caduques. Dans les parties de la commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider de soumettre à l'intérieur de zones qui délimitent à la déclaration préalable prévue par l'article L 421-4 les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. Les zones proposées sont les suivantes. Alors, je peux vous donner le détail. UDA, donc, c'est du pavillonnaire diversifié. UDB, pavillonnaire diffus. UDD, pavillonnaire densifié. UDE, pavillonnaire bord de Seine. UAC, c'est de centre-bourg. Les deux AUM, c'est de la zone à urbaniser à long terme à vocation mixte. Et NSH, naturel, Seine, île naturelle. En fait, c'est l'île de Vaud. Donc, en fait, il s'agit d'une disposition qui existait précédemment avec le PLU. Donc, comme il a changé, on est obligé de s'adapter au nouveau PLU. Donc, les zones ont changé. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir être informé des divisions, principalement du bâti, enfin, des terrains bâtis. Donc, ça nous permet d'informer en mairie ou service urbanisme de ce qui se passe. Donc s'il y a des questions, allez-y. Tu t'en doutes? Alors je comprends pas bien. On a appliqué le PLUI au mois de mars pour les 73 communes et quelques mois après, on remet des zones sur le PLUI qui est applicable aux 73 communes. Non, les zones, elles existent, mais on remet des restrictions dans les zones. Parce que je ne comprends pas pourquoi on a fait un PLUI. Là, c'est parce qu'il faut passer une délibération en conseil pour que les divisions du bâti puissent passer en mairie. En fait, elles passent toujours en mairie. Soit il y a un rocher qui est classé. C'est-à-dire que, juste sur prendre, c'est un contrôle complémentaire de la commune. Oui. Voilà, c'est surtout pour se préserver, hein, c'est pas d'autre. Un contrôle, c'est plutôt pour préserver plus la commune. Hein, c'est un contrôle complémentaire. C'est pas anti-PLUI, c'est pas. Tout de même, on n'a pas le choix, c'est PLUI obligatoirement, mais c'est une possibilité qu'on a de. Ah oui, mais le PLUI définit déjà des zones. Bien sûr. Tu viens de les citer. Dans ces zones, il y a un règlement de zone, et nous, on remet un règlement de zone dans le règlement de zone. C'est ce que j'aimerais comprendre. On ne met pas un règlement de zone. On surveille ce qui se fait et on veut avoir la main aussi. Sur, voilà. Oui. C'est surtout à ce niveau-là. Donc, par exemple, si n'importe quelle zone, il y a tout à l'égout, il n'y a pas, de toute façon, par la loi SRU, de minimum, le PLUI n'embêtait pas, à part les terres en drapeau, les 25 mètres, tout ça, c'est ce qui a été voté dans le PLUI. Et voilà, pourquoi si nous, le PLUI autorise 400, pourquoi on va dire, non, 400, à Vaud, ce sera 500, malgré qu'on ait un PLUI. Mais parce que on met un petit peu quand même un règlement dans le règlement. C'est exactement. Mais là, je suis d'accord parce qu'il est évident que sur Vaud, on veut préserver.
Et si on peut éviter les divisions en dessous de 500 mètres, je ne parle pas d'une ZAC ou quelque chose comme ça, on le fera. Pourquoi? Parce que moi, c'est une politique communale, hein, si les personnes souhaitent diviser dans tous les sens, avoir dans des parcelles où à l'heure actuelle on a des zones à 1000 mètres, à 750 mètres, à 1500 mètres, se retrouver avec des pavillons qui peuvent être divisés à 300 mètres carrés les uns sur les autres, moi je dis non. Je dis non parce que je trouve que c'est souvent des promoteurs et tout ça, s'ils veulent ça, ce type de construction, ils vont plus sur la zone urbaine vers Paris, mais pas sur vous. Nous, on préserve au maximum notre commune. Qui va au marronnier sur les hauteurs. Non, mais ça, c'est une ZAC, c'est pour ça que je dis hors ZAC. Mais sur la ZAC. Exactement, exactement, dans la ZAC. Mais donc, c'est un programme différent, c'est un programme spécifique, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus de construire comme je vais donner des exemples, Sartrouville, je veux dire, c'est pas péjoratif hein, vis-à-vis de ces villes-là, mais on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est tout à fait d'accord moi sur ce point, surtout pas sur densifier. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même une ingérence, encore une fois, dans la propriété personnelle des gens. Alors je suis d'accord, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, moi je ne comprends pas qu'on remet des autres dans les autres. Si on ne maîtrise pas, si on laisse faire, je ne dis pas qu'on ne laissera pas faire sur certains projets, il n'y a pas de problème, hein, mais si on ne maîtrise pas, on laisse la porte ouverte. Et il est hors de question qu'on laisse la porte ouverte aux promoteurs sur Vaud sans que nous soyons décideurs de ce qui va se faire sur vous. Même si on ne maîtrise pas tout, malheureusement. Hein, et est-ce que, puisque vous avez voté les 73 maires de l'époque pour ce PLU, quelle sera la réaction de... Pas les 73, hein. Devant ça, puisque vous avez fait un PLU, et aujourd'hui, si chaque commune commence à détricoter le PLU... Ah non, on ne détricote pas, là. Ah non, on ne détricote pas, là, c'est une déclaration. On veut savoir ce qui se passe sur la commune, quoi. Oui, mais c'est même le GPSO qui nous demande d'intervenir, puisqu'il nous demande, le Code de l'urbanisme sous la certaine délibération à la compétence de votre conseil municipal, notamment les permis de démolir, les divisions foncières, d'autres à la compétence du conseil communautaire, les clôtures, les ravalements. Donc c'est GPSO qui nous le demande. Les DP, il y en a toujours eu, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas un scoop de mars 2020. Hein. La DP, elle existe depuis Napoléon, mais pas loin. Donc, bon, après, c'est permis d'aménager si on est en ABF, mais la DP, elle a toujours existé. Il n'y a rien de... bon, voilà, moi, je trouve que... Non, mais là pour Michel, vas-y, redis, c'est GPSO qui t'a demandé de faire ça. Hein. Oui, par rapport à la disposition qu'il y avait précédemment, ils nous disent que de toute façon, elle n'est plus applicable et on doit passer cette délibération en conseil municipal puisqu'elle est de notre compétence, enfin, pour notamment les divisions foncières. Donc, heureusement qu'on garde un peu, hein, la vision sur certains programmes et puis la possibilité de dire oui ou de dire non, quoi. Heureusement, il faut d'ailleurs. Il faut qu'on préserve. Et sur la forme aussi, Marc. Il faut absolument qu'on préserve notre commune. C'est nous qui sommes maîtres du jeu dans la mesure du possible. Parce que bon, mais tout ce qui s'est fait aujourd'hui sur la commune, en logement ou autre, ça a été décidé par le conseil municipal. C'était autorisé, si vous voulez. Aucun promoteur arrive sur la commune en nous disant on va mettre 40 logements, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Non, mais voilà. Il y en a un qui nous a fait ça un jour, c'était Bouygues Immobilier. En bas de la rue du Temps, mais ils voulaient nous mettre 56 logements. Et je dis, monsieur, vous ne les ferez jamais. Et ils n'ont jamais fait. Donc, encore une fois, les gens jugeront, mais bon, c'est une procédure de déclaration préalable. Hein. C'est pas un PLU dans le PLUI. Hein. Mais ça, on l'avait déjà pour faire, comme tu disais Michel, clôture, un machin, un truc, donc ça n'a rien de nouveau. Bon, après, non. Anna, oui. Tu viens de parler de la rue du Temple. Si le but c'est de préserver la commune, pourquoi on ne l'a pas fait sur l'intégralité des zones de la commune? Puisque par exemple, la zone du Temple qui est l'UCB n'est pas comprise dedans. Mais c'est les immeubles, UCB. Et alors, le square qui te dit que les 400 mètres, ils ne vont pas te construire une tour. Mais ben justement, alors je vais te répondre directement. Les 400 mètres,
Donc nous les avons fait évaluer par les domaines. Et nous avons décidé de laisser en espace vert. Mais dans ce cas-là, si tu veux protéger toute la commune, il fallait mettre tout. Non, Justement, alors, vas-y Michel. Il y a une remarque, c'est que la délibération communale devant joindre les secteurs concernés, l'ensemble de la commune est à proscrire. Donc déjà, la disposition nous interdit de prendre l'ensemble de la commune. Le quai à plâtre n'est pas compris dans cette Mais il est en UDA ou du UDA UDA2. UDA2, oui. UDA2, elle n'est pas dedans. Moi, j'ai que Mais c'est UDA, c'est UDA. C'est une sous-division de l'UDA. D'accord. Mais sur le quai à plâtre, s'il se fait quelque chose, c'est ce que nous déciderons de faire. Et les suremballage là-haut, il n'y est pas. Non? Donc Ah non. on peut parceller comme on veut sans. Bah, je pense pas qu'il divise ses bâtiments en. Non, mais en vente, en. Attends, c'est une zone artisanale, une zone d'activité. C'est pas une zone habitable. Mais à la limite, si sur une zone d'activité, moi, si un promoteur immobilier spécialisé dans une zone d'activité décide de faire, je sais pas, des emplacements pour des artisans avec des surfaces de 50, 60, 100 mètres carrés, si c'est jouable, bah, pourquoi pas? Donc Armand-Relais, toute la partie haute. Non, pas Armand-Relais, la partie qui est en zone artisanale. C'est pareil, nous n'avons pas pris la zone Naturelle. QEF, qui est une activité portuaire fluviale. Donc, Et les zones naturelles, NV. Ben, elle ne bouge pas. les zones NV, déjà, sont pas. On ne peut rien faire sur une zone NV. On ne peut rien faire. C'est pour ça. C'est pour ça. On a privilégié. Excuse-moi, je comprends pas. Elles ne sont pas constructibles, mais potentiellement, elles pourraient être parcelées. Donc après, tu peux avoir tout sur de la parcelle. Mais si quelqu'un veut faire un potager qui divise ou 50 potagers, moi, à la limite, c'est pas la même chose. Non, mais tu poses la question, il n'y a pas de problème. Je pose la question, je dis, si on veut protéger tout le territoire, pourquoi pas toutes les zones? Non, vas-y, Michel. On n'a pas le droit à toutes les zones, et ce qui nous intéresse, c'est de protéger les zones constructibles, pour qu'on ne nous construise pas n'importe quoi, qu'on ne laisse pas. C'est, si vous voulez, quand on protège comme ça, les promoteurs, les agents immobiliers, ils le savent. Et ils savent que sur Vaud, bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc le but, c'est ça. Qu'on ne fasse pas que Vaud, ce ne soit pas un no man's land et qu'on ne fasse pas ce que l'on veut sur Vaud-sur-Seine. Sauf que tu as dit qu'ils déposaient un permis et que, donc dans ce cas-là, quel est l'intérêt de faire ce genre de choses si on contrôle les permis et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent? Mais maintenant, c'est la division. C'est avoir l'information. Oui. Ça permet aussi d'anticiper quelqu'un qui veut faire une division. On prévient déjà à l'avance quand ça passe en mairie en disant non, vous pouvez, si vous comptez bâtir sur un espace de 250 mètres carrés à cet endroit-là, on vous prévient tout de suite que ce ne sera pas possible. Ça évite tout de suite de faire un permis de construire et puis que la procédure soit très courte derrière. Donc on anticipe en fait. C'est même peut-être un rôle de conseil d'ailleurs, puisque en fait on anticipe. Et le permis d'aménager en durée et en coût pour quelqu'un qui vend, c'est plus long, j'imagine, en instruction. Donc permis d'aménager, c'est autre chose. Hein. Ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Voilà, c'est APP, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Mais après, bon, je comprends, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, hein, mais c'est notre choix. Bien, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vous avez fait quoi exactement? On s'abstenait, nous, mais bon. Ah, vous abstenez, d'accord, ok. Parce que j'étais parti pour que vous votiez pour, donc. Bien, Michel, point numéro 12. Alors, acquisition d'une parcelle non bâtie. Dans le cadre de la convention signée entre la commune de Vaud-sur-Seine et la SAFER de l'Île-de-France en 2014, cette dernière a acquis au nom de la commune par préemption, avec révision de prix et avec accord du propriétaire, une parcelle située en Port-de-Seine. Donc c'est une parcelle chemin des Clos, lieu-dit numéro 48 pour 373 mètres carrés. La commune s'est portée à cœur de cette parcelle afin de pouvoir la revendre à un Vauxois intéressé. Il est donc demandé à la commune de bien vouloir financer l'opération selon le détail ci-après. Donc la parcelle, le montant total sera de 3 632 €.
Les frais notariés liés à cette opération foncière ne sont pas inclus dans le prix de rétrocession et seront à la charge de la commune. Voilà, donc nous sommes sensibilisés sur les parcelles qui sont en bord de Seine. Et nous avons une convention avec SAFER de manière à ce que l'on peut être sûr que ceux qui achètent en bord de Seine ne fassent pas de construction, de projet qui ne respectent pas un certain cadre, et notamment que cet espace reste en zone naturelle. Donc la SAFER elle intervient déjà pour la notion de prix. Donc elle surveille que les prix ne soient pas non plus délirants pour une zone naturelle, donc il y a un cadre à fixer. Et puis ensuite, ceux qui sont acheteurs doivent respecter un cahier des charges, entre guillemets, et donc de manière à respecter cette zone, de la garder en espace naturel, éventuellement de faire du verger, pourquoi pas. Enfin, il y a tout un cahier des charges à respecter, et s'ils ne le respectent pas, la SAFER c'est même en droit de reprendre le terrain. Donc voilà, il y a une convention qui est signée. Donc là, la commune... Une convention de 20 ans. Oui, pendant 20 ans, de toute façon, il y a un engagement de 20 ans, de la part de l'acheteur. Donc il y avait un vendeur avec un acheteur. Il y a eu la SAFER qui a corrigé le prix initialement qui était trop élevé. Et puis avec le cahier des charges, apparemment l'acheteur qui comptait acheter initialement s'est désisté. Donc voilà. Donc là, ce terrain, la commune peut se porter acquéreur, mais apparemment il y aurait peut-être d'autres personnes intéressées. Donc bon voilà, aujourd'hui on a la main sur ce terrain qui est une parcelle qui doit rester en zone naturelle en bord de Seine. On ne peut pas de toute façon construire, on ne peut pas faire la moindre construction, même un abri de jardin, on ne peut pas le faire. Non, on voit bien où elle est, juste en face du parking de la future maison médicale. D'où la question qu'on a posée, pour qu'on ne garde pas, on peut faire des places de parking par exemple, supplémentaires qui peuvent aussi servir accessoirement à l'école de matin. Alors, je comprends, mais c'est un peu compliqué de dire aux gens avec un cahier des charges assez strict de laisser en zone naturelle, végétale, etc. Et nous d'en faire un parking, même si on met des plots verts. Par contre, on a d'autres zones peut-être possibles d'extension. Par exemple, près du pont, là on a une plateforme qui est complètement vide. Marché, c'est bien, c'est vert, avec des fruits et légumes. Après, non, mais là je répondais pour le parking. Le parking. Enfin, on en a fait un en zone verte à 20 mètres. Donc, bon. Oui, mais il n'est pas en bord de Seine. Et bon, il y a quand même une bande là où c'est de la zone naturelle et on essaye de laisser en zone naturelle. Après, les autres possibilités, ça peut être à discuter au choix, mais bon. Voilà, donc moi je veux juste dire pour la maison médicale. La maison médicale nous impose 14 places de parking qui sont réservées pour les médecins et pour la clientèle. On rend compte qu'il y a plus de places de parking sur le parking de la pharmacie. Et dans la maison médicale, nous avons prévu en sous-sol de la maison médicale, ce qui a fait cet échange de terrain pour 1 euro symbolique, la vente du terrain, nous avons prévu 8 places de parking sous la maison médicale. Donc, qui n'étaient pas prévues à l'origine de la maison médicale, donc ils décaissent et ils font 8 places de parking. Vraisemblablement, bon, on verra avec le temps, parce que vous savez que tous les médicaux seront là, vraisemblablement à temps complet au niveau des médecins généralistes, mais ce ne sera pas le cas des infirmières, ce ne sera pas le cas des ostéos, donc ça va tourner. Donc les parkings ne vont pas être pris tout le temps, puisqu'on a, de mémoire, 17 professionnels de santé qui doivent être retenus. Mais tout ça n'a pas pris tout le temps en même temps, puisque les infirmières travaillent à deux, elles sont souvent à l'extérieur dans la journée, elles ont un cabinet, donc elles seront le matin. Après, c'est elles qui s'organisent, je dis ça, mais après c'est leur organisation. Les ergothérapeutes, tout ce qui est paramédical ne sera pas là tout le temps. Donc, bon, a priori, on n'aura pas trop de soucis de parking, mais c'est vrai que nous avions pensé, si jamais ça coinçait, on pourrait sur la plateforme qui est à côté, qui est juste en sortant à droite, vers la région de Vey, donc refaire quelques places à cet endroit-là, qu'on fera en evergreen, parce qu'on n'a pas le droit de faire parking. Quoi. Non mais bon voilà, enfin, moi je pense que c'est... Sur le fond, je comprends bien, on avait déjà apporté des sujets là,
laisser venir n'importe qui là, surtout que c'est bord de Seine. La base, elle est là aussi. Bord de Seine, c'est égal bateau, ponton, et bon. Mais bon, voilà, peut-être... Enfin, c'était pas spécialement ça, c'était ne pas maîtriser les gens qui achetaient ces terrains. Et on s'est retrouvé, sur des espaces bord de Seine ou plus haut sur Vaud, dans des zones non constructives naturelles. On s'est retrouvé avec des gens qui achetaient à n'importe quel prix, qui venaient de nulle part. C'est pour ça des fois qu'on était obligé de racheter des terrains dans l'urgence pour éviter une population qu'on ne souhaitait pas, qui ne fait pas attention spécialement à l'environnement ou aux obligations. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a toujours... Mais bon, dans notre programme, par exemple, on avait, quand Éole sera là, une navette fluviale pour traverser et aller chercher le RER Philippe. Ça peut être un départ de navette fluviale. Simplement... C'est là-dessus qu'on dit... Non, alors c'est qui ce monsieur super intéressé pour... Non, mais... Alors bon, c'est un monsieur qui voulait faire du maraîchage, simplement, et puis il a décidé de plus l'acheter, donc voilà. Oui. Donc après, on peut essayer de retrouver des clients autour pour le revendre. Ça va être difficile. Mais non, ça ne devrait pas être trop dur, parce que c'est pas une grosse surface en plus, et puis c'est pas très cher. Même si on ne le vend pas au prix... si on le vend minimum, c'est le prix d'achat plus les frais de notaire. Minimum. C'est pas... On ne fait pas cadeau des frais de notaire. Mais bon, voilà. Bon, par contre, quand on parle de navette fluviale, une navette fluviale, moi je pense qu'il faut faire des projets communaux réalistes. La navette fluviale, c'est pas réaliste pour vous. La navette fluviale, c'est réaliste si c'est fait à l'échelle de GPSO. Mais c'est pas du tout possible sur une activité communale. Et on a, sur GPSO, il était question à une époque d'un téléphérique horizontal aussi, donc ils ont abandonné le projet parce que ça coûtait trop cher. Entre Ardricourt, la gare des Mureaux, enfin dans ce secteur-là. Et la navette fluviale a déjà été exploitée en été par les Mureaux et Melan, les gens passaient, et donc ils ont abandonné parce qu'il faut déjà quand même avoir 2 personnes sur le bateau, il faut avoir un bateau, 2 moteurs, oui, il y a des obligations. Et ce n'est pas et en plus, il y a des moments de charge, mais il y a des moments où il n'y a personne. Quoi. Donc, je pense qu'au niveau rentabilité, ça. Mais une navette fluviale, ça ne peut être qu'un projet intercommunal. Ça ne peut pas être un projet municipal. Oui, bien sûr. Les subventions sont faites pour ça, et les projets sont faits pour ça. Voilà. Et si. Au lieu qu'il soit fait à Triel, c'est bien qu'il soit fait aussi à Vaud. Mais elle ne sera pas fait à Triel. On peut promettre pendant la campagne, mais après, il faut réaliser. Les seuls projets de navette fluviale qu'il y a eu, c'est vers Jusier, où il y avait une navette qui traversait, mais c'était plus de loisirs. Voilà, pour aller sur l'île de Jusier, oui. Oui, c'est plus le week-end. Bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, on peut peut-être faire autre chose sur ce terrain. Vu le prix, on a déjà tellement d'hectares de terrain achetés sur des zones de carrière, etc. C'est dommage. Et c'est pas fini, hein. De passer à côté de ça, quoi. Et c'est pas fini, puisque là, on a aussi en cours, je crois, 30 000 m² sur un dossier. Là, c'est chez le notaire depuis un certain temps. Il y a aussi des recherches de succession. Mais bon, on avait validé ça. On a encore 2500 mètres répartis aussi sur la commune. Oui, c'est ça. Il y en a déjà beaucoup, oui. C'est bien des fois de les acheter, mais bon, voilà. Notre position à nous, c'est pourquoi se débarrasser de ce truc-là, il faut bien situer. Et bon. Oui, bon, pourquoi pas, mais on verra, nous verrons, nous déciderons au moment opportun, voir si on a un intérêt à le garder ou pas. Voilà, bon, nous allons passer. La délibération n'est pas bonne. Puisque s'il n'y a personne, on ne le revend pas à un Vauxois. Bah si, on peut le revendre à un Vauxois. On peut le revendre à un Vauxois. On peut pouvoir la revendre à un Vauxois. Donc on maintient la délibération comme ça. Oui. Après, on se réserve le droit de. Ça laisse la porte ouverte à toutes les éventualités. Voilà, on se réserve le droit de. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer, je ne veux pas non plus. Bien, nous allons passer au vote.
Il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien, l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Nous allons passer aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Oui, on avait posé la question, donc on peut avoir un peu de retour sur le déconfinement au niveau des écoles, crèches, etc. Comment se passe la rentrée scolaire? On va prendre le micro. Oui, là c'est fini l'école, mais voilà, comment s'est passé ce... Bon alors, je vais laisser Hélène et si... Alors c'est surtout sur la future rentrée, la rentrée 2020. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos du rectorat. Ils sont toujours dans l'attente de savoir comment ça va se dérouler. Le nombre d'enfants inscrits pour la rentrée 2020 n'est pas déterminé puisque les ventes et locations ne reprennent seulement que cet été sur Vaud. Donc on aura plus de renseignements à partir du 26 août, à savoir s'il faut faire une réouverture de classe ou pas, du nombre d'enfants précis. Ça c'est sur un internet. Non, mais la question c'est, à l'heure actuelle, en effectif, on est comment? Alors, donc je vais donner un peu plus, puisque j'ai fait les deux conseils d'école, donc je peux aller un peu plus loin. Donc, à l'heure actuelle, nous avons peut-être la création, peut-être, hein, comme dit Hélène, ce sera vraisemblablement, on saura ça fin août, hein, c'est toujours la veille pour le lendemain, de création de 7e classe en maternelle, mais ce n'est pas encore sûr. Hein. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes à 177 enfants. C'est la répartition des enfants qui ferait la création de classe, hein, ce n'est pas le volume des enfants, c'est la répartition des enfants. Donc, à l'heure actuelle, bon, alors je vous donne ça à la date du 26 juin, hein, donc c'est toute évolution possible, hein, c'est vraiment à la date du 26 juin ce que on nous a donné comme chiffre. Donc, en maternelle, en grande section, il y a 2 classes de 29, il y a une classe de moyenne et de grande section de 28, une moyenne section de 30, une petite et moyenne section de 30 et une petite section de 30. Mais bon, les inscriptions continuent, donc on ne peut pas quand même valider à 100% ces chiffres. Donc, sur l'élémentaire, donc a priori nous resterions sur 12 classes. Nous étions, donc le 29 juin, à 309 élèves. Donc 57 CP, un CP CE1 avec 7 CP et 16 CE1, 2 CE1 à 27, 2 CE2 à 63 et 64, un CM1 à 59, 2 CM2 à 30, donc 30 x 2, et un CE2 CM1, 13 en CE2 et 8 en CM1. Bon. Gardez ces chiffres avec précaution parce que c'est vrai que c'est pas évident que ce soit des chiffres définitifs de fin août. Enfin, ça donne une tendance. Surtout qu'il semblerait qu'on nous ait attiré un professeur déjà. Mais on a des professeurs d'emplacement. Il y a Madame Olival qui arrive en maternelle et il y a une nouvelle institutrice. Il y a une institutrice aussi, une enseignante, je veux dire, en élémentaire. Et il y a 2 départs. C'est vrai qu'il y a un enseignant qui n'est pas encore nommé. Mais bon, soyons pas inquiets, faisons confiance à l'éducation nationale. Voilà ce que l'on peut vous dire. Au niveau de la crèche, c'est pareil. Donc les inscriptions sont complètes. Oui, c'est complet au niveau de la crèche. Oui, donc je vous rappelle que nous avons 28 places et en moyenne une quarantaine d'enfants accueillis, puisque des enfants sont accueillis sur 2 jours, 3 jours, des enfants sur 5 jours et des enfants sur 4 jours. Voilà, d'autres questions sur les écoles? Bon. D'autres questions? C'est bon?
Bien. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Donc, il est 21 h. Donc, le conseil municipal est clos. Merci de votre participation. Et je remercie toujours les Vauxois qui nous suivent depuis 1h30 sur le Facebook Live. Merci. Bonne soirée à tous.